On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, on vous parle de la reprise des activités au Café-Théâtre de Chambly. Mais d'abord, on parle avec un Joannais qui a plusieurs médailles olympiques à son actif, non pas comme athlète, mais comme chorégraphe. Les Jeux olympiques viennent à peine de se terminer du côté de Pékin, Jeux olympiques d'hiver, et qui dit hiver dit entre autres patinage artistique. Et ce que les gens ne savent peut-être pas, il y a beaucoup de personnes qui travaillent en arrière-plan de ces athlètes de différents pays. Et parmi ceux-ci, il y a un Joannais du nom de Samuel Chouinard qui a participé quand même à 11 chorégraphies, 11 couples en chorégraphie à ces Jeux olympiques. On le rejoint à l'instant dans un aréna à Montréal. Samuel, bonjour. Bonjour! Explique-moi tout d'abord, qu'est-ce qui fait que Samuel Chouinard s'est ramassé à bâtir des chorégraphies pour des patineurs olympiques? Oui, parce que c'est ça. De base, moi, je suis pas un patineur, dans le fond. Là, j'ai issu du milieu de la danse. On m'a introduit, en fait, au monde du patinage artistique par ma prof de ballet. Les patineurs sont coachés par un prof de ballet sur une base régulière. Et ça, maintenant, on recule de 7 ans. C'était principalement le ballet, mais là, maintenant qu'ils ont compris l'importance d'aller chercher d'autres styles de danse pour juste avoir plus de cordes à leur arc, c'est là que je suis rentré en jeu. Donc, on m'a mis en contact avec les couples. J'ai commencé à travailler hors glace avec eux autres pour leur donner un peu là, différentes gestuelles, différents vocabulaires pour pouvoir transposer ça sur la glace. Puis par la suite, un des deux programmes, dans le fond, il y a une danse, un style qui est imposé par la fédération. Donc, chaque couple a deux programmes à construire pour la saison. Et puis, un des deux programmes était le blues puis le hip-hop. Donc, c'était la première fois que c'était présenté. Et puis là, ils ont dit comme, OK, on va avoir besoin de ton aide pour monter les programmes. Et c'est là que j'ai passé du studio danse. Et là, ça a commencé ici, dans cette salle-là. Ensuite, on a transposé ça sur la glace. Puis de là, ça en est découlé plusieurs belles expériences. Mais initialement, tu as commencé avec des couples canadiens? En fait, nous, ici, à l'école, c'est Ice Academy of Montreal. On a des couples d'un peu partout à travers le monde. Donc, j'étais pas juste avec les Canadiens, je voyais tous ceux qui s'entraînent ici. Je sais qu'il y en a beaucoup qui pensent que, ben là, comment on fait pour travailler avec plein de couples de différents pays sans prioriser notre pays à nous? C'est vraiment pas la mentalité de l'école ici. Nous, on est vraiment pour le développement de l'athlète, le développement de l'artiste, et puis voilà, essayer de les aider du mieux possible pour accomplir leurs rêves, en fond. Mais ce qui me fascinait en regardant les Olympiques il n'y a pas si longtemps, en écoutant évidemment Alain Goldberg avec Catherine Gauthier, et là, on voyait des couples de différentes nationalités, puis là, Goldberg expliquait que là, les entraîneurs faisaient juste changer de veston entre chaque couple, mais dans le fond, ces entraîneurs-là, à cause de l'école qui est à Montréal. Donc, Montréal est un centre névralgique en termes de patinage artistique au monde, là. Complètement, complètement. Un point de référence, puis on a vraiment pu voir ça, ce beau travail-là. Puis surtout, je pense la petite coche de plus que nos couples ont versus les autres. On avait quand même 11 couples sur 23 qui ont présenté leur programme. Fait qu'on était tellement fiers de toute cette belle variété-là, puis de pouvoir présenter la couleur de chacun, en fait. Comment on bâtit une chorégraphie pour des patineurs? Je comprends qu'à la base, tu viens de la danse. Mais de la danse sur patin, il y a quand même une contrainte qui s'appelle des lames. Comment on fait pour transposer les mouvements, les gestes? Comment on transpose ça sur des lames? Oui, dans le fond, le processus créatif, c'est que ça commence toujours hors glace avec la construction d'une chorégraphie sans trop penser à comment on pourrait le mettre sur la glace. Parce que sinon, ça nous met des limitations et on a l'impression qu'on ne peut pas vraiment aller au plein potentiel de la créativité de cette pièce-là. Donc, on commence hors glace, on est ici en studio et on crée une grosse banque de mouvements qui, pour les coachs de patin ensuite, peuvent aller picher là-dedans, chercher des parties, dire « OK, déconstruire, j'aime mieux cette partie-là, on pourrait la mettre au début. » Parce que la chose qui est importante, puis ce sur quoi ils reçoivent le pointage, c'est les éléments techniques. Donc, les éléments techniques deviennent for sure la priorité, mais là, ensuite, c'est de faire en sorte de comment on peut apporter ça sans donner l'impression qu'on fait de la technique, mais plutôt danser notre technique. Donc, c'est en faisant la création de la chorégraphie hors glace, un peu le vocabulaire qui va être utilisé, qui va avoir une touche, une essence particulière à chacun des couples. Puis après ça, bien, les coachs de patin, les spécialistes, eux, peuvent remettre la technique là-dedans. Bon, est-ce que tu as un mot à dire sur les costumes, sur la musique probablement aussi? Bref, jusqu'où est ton terrain de jeu à l'égard de la chorégraphie, mis à part évidemment les figures imposées techniquement sur lesquelles ils sont évalués? Oui, dans le fond, nous, on est une grosse équipe. On a vraiment des coachs dans chacune des disciplines. On a un coach d'interprétation, on a un coach de ballet, on a un coach de lift, des gens qui travaillent avec le cirque. On a des coachs, des spécialistes en patinage.
Donc, moi, je m'occupe de la portion chorégraphique. Puis après ça, pour ce qui est de la discussion pour tout où est-ce que le programme va s'en aller, c'est une discussion de groupe. Il y a des groupes WhatsApp qu'on se met sur nos téléphones, on drop des idées de chansons, on se crée des playlists Spotify, on joue un peu là-dedans. Et puis, c'est très, très rare que, mettons, en début de saison, on va tout de suite se dire, pendant la création, ça se passe pendant l'été, qu'on va se dire, la première chanson qu'on prend, ça va être elle la bonne. Il y a version 1 jusqu'à version 1000 et on a Hugo Chouinard qui est le master DJ, création de mix, et c'est un gars de Saint-Jean également, Pierreville. Fait que voilà, ça se passe comme ça. C'est vraiment un effort collectif. Puis la discussion avec l'athlète aussi, parce qu'à savoir, as-tu goût d'entendre cette chanson-là pendant 1 an à tous les jours, parce qu'ils ont juste 2 chansons. Fait que voilà, c'est vraiment un travail d'équipe. Bon, tu l'as effleuré tantôt, mais je te repose cette question-là de façon plus officielle. Puis la question pourrait s'approprier aussi aux entraîneurs qui font le même travail pour plusieurs coupes, pour plusieurs nationalités. Comment on fait pour rester, je dirais pas neutre, mais disons, avoir une totale partialité, être impartial à l'égard de tous ces couples-là dans le travail qu'on fait avec eux? Bien, nous, dès le départ, ça va avec la mentalité de l'académie. Ici, on est vraiment sur le développement de l'athlète. Puis par la suite, moi, je me donne à 100% sur chacun des couples. Et c'est de voir qu'est-ce qu'eux vont faire avec le matériel donné puis l'amener au prochain niveau. Parce que c'est vraiment une discussion. Le matériel est donné, eux, ils le prennent. Travail, je reviens. Je vois où c'est rendu, on essaie d'amener ça à une autre coche, une autre coche, une autre coche. Fait que le programme est en constante évolution du début de la saison jusqu'à la fin. Puis là, les champions viennent de revenir des Olympiques. La prochaine compétition, c'est les championnats du monde. Et puis, on est encore en train de retweaker les affaires, amener à un autre niveau. Même si les gens à la maison regardent ça et font comme, qu'est-ce qu'on pourrait ajouter de plus? C'est déjà la perfection. Il y a toujours quelque chose à travailler, quelque chose à améliorer. Voilà. As-tu calculé le nombre de médailles indirectes que tu as obtenues? Cette année ou dans ma vie? Cette année, ça s'est vraiment bien passé. Je dirais 1, 2, 3. 3 médailles d'or à date. Okay. Une médaille de bronze, une médaille d'argent, une autre médaille d'argent. Voilà, ça se passe bien, la vie est belle. C'est quand même pas pire. Là, ta première médaille d'or, si je ne me trompe pas, c'était en Corée à Pyeongchang avec Tessa Virtue et Scott Moir, c'est bien ça? Exact. C'était ma première expérience de création de programme puis à un aussi haut niveau, en fait. Est-ce que le fait que eux aient gagné une médaille d'or avec ton programme, est-ce que ça fait en sorte que tu deviens un peu attractif dans cette industrie-là où on dit, moi, je veux avoir... c'est lui que je veux avoir pour faire ma chorégraphie. Oui, il s'en est découlé beaucoup d'appels, beaucoup de courriels suite à la performance avec Tessa et Scott. C'est sûr qu'on a un peu poussé les limites de ce qui se faisait, puis on est allé un peu changer la game, si je peux dire ça comme ça, dans le monde du patinage artistique. Mais il y a tellement de beaux chapitres qui se sont ouverts à moi par la suite. J'ai été mis en contact avec des patineurs un peu partout, en Asie aussi. Le Cirque du Soleil m'a fait travailler, m'a fait rentrer avec eux dans la compagnie, puis commencer à travailler avec eux autres. Les shows télé, vraiment, ça a comme apporté mon nom. Ça l'a mis un peu en lumière, puis qu'est-ce qui marche d'habitude, tout le monde veut un peu de ça. Fait que c'est sûr que oui, ça fait en sorte que ma vie va vite. Voilà. Donc, aux derniers Jeux olympiques, ceux de Pékin qui viennent à peine de se terminer, donc 11 couples sur 23 ont fait appel à tes services pour leur chorégraphie. Qui sont les autres chorégraphes des autres couples? Qui sont-ils? Où sont-ils? Mais ça, c'est une très bonne question. C'est des chorégraphes. Souvent, c'est des coachs de patin qui chorégraphient. Il n'y a pas beaucoup d'écoles qui ont compris que, comme nous, d'avoir un chorégraphe, ça, c'est sa spécialité. C'est pas quelqu'un qui va se soucier de comment ça va fonctionner sur glace. C'est vraiment une force, je trouve, au niveau de la création parce qu'il n'y a pas de limitation. Mais la plupart des autres chorégraphes dans le monde sont des coachs de patin qui font de la chorégraphie ou des gens qui ont fait de la compétition, se sont ensuite retirés, puis maintenant chorégraphient pour des patineurs. Bon, et là, aux Jeux de Pékin, là, sans tous les nommer, quels sont les principaux couples que nous, on a vus à l'écran, là, sur lesquels c'est toi qui as fait les chorégraphies cette année, là? Donc, sur le podium, déjà, on a Gabi Guillaume, les Français, première place. Ouais. Ensuite, on a Maddie Pisac, troisième place, les Américains. On a eu quatrième place, Maddie P-Even, que ça passait vraiment, vraiment proche. Ouais. On a eu également Espagne, Grande-Bretagne, Japon, Chine, Arménie. Quoi d'autre? Ça ressemble pas mal à ça. Les États-Unis, la France, le Canada, obviously. Et puis, ça ressemble à ça. Quand tu regardes les compétitions, évidemment, tu ne les regardes pas comme nous, j'imagine. Est-ce que tu les regardes avec un calepin de notes? Est-ce que tu les enregistres? Tu recules, tu avances? Je ne sais pas comment tu les regardes quand ils font leur prestation sur la glace?
Ben, rendu là, déjà, il faut que je me dise que genre, je ne peux plus rien faire. C'est sûr. livré à eux, advienne que pourra. Je fais juste envoyer des bonnes énergies. J'imagine dans ma tête que je les enveloppe d'une bulle d'or. Puis par la suite, je souhaite vraiment, là, au plus profond de moi, qu'ils soient fiers de leur performance parce que, ultimement, tu fais tellement de sacrifices en 4 ans pour arriver à ça. Ce moment-là, ces 4 minutes-là qui comptent tellement, qui va définir le reste de ta carrière ensuite. Fait que j'espère, premièrement, que tu sois juste vraiment fier de eux. Puis par la suite, je pense que j'oublie de respirer. Là. Souvent, je regarde ça, puis je suis comme juste tellement dans le moment, puis j'essaie de comme me regarder sans trop me dire « Ah, ils ont manqué quelque chose, ah, ils ont manqué quelque chose. » Mais c'est sûr que quand ils reviennent, là, sont revenus la semaine dernière, j'avais une feuille de notes que j'ai pris après. Là, je suis retourné réécouter. Je n'étais pas là dans le moment. J'ai comme vraiment juste absorbé pendant qu'ils performaient. Mais là, on a une feuille de notes, puis on a des affaires à arranger. Comment on fait pour rester créatif, ne pas tomber dans la routine, un peu même comme un musicien qui compose des chansons? Je veux dire, il y a un certain nombre de notes sur le clavier, on ne peut pas en inventer d'autres. Donc, comment on fait pour garder cet esprit créatif puis toujours innover avec d'autres chorégraphies qu'on n'a jamais vues, là? Bien, moi, dans mon processus créatif, la chose qui me motive le plus ou m'inspire le plus, c'est la musique. Donc, déjà, de base, chaque musique a une essence, chaque musique a sa saveur. Fait que ça va vraiment aligner ma création. L'autre chose que je pense qui joue vraiment en ma faveur aussi, c'est de toucher à plein de disciplines. Je travaille pour le cirque, je travaille avec l'équipe de Nage Fancy, je travaille avec la gymnastique. J'enseigne encore à des jeunes à l'école de danse Denise Bonneau ici à Saint-Jean. Donc, c'est de toucher un peu à tout ça qui fait en sorte que moi, ça me garde fresh puis qui me pousse à toujours essayer d'aller chercher un peu plus loin. J'ai un tatou qui dit « Think outside the box ». Et ça, c'est quelque chose que j'essaie de vraiment faire, là, sortir de qu'est-ce qu'on pense qu'on devrait faire, puis juste dire comme « OK, si on allait comme dans un autre chemin, qu'est-ce que ça donne? » Bon, tu l'as dit il y a quelques secondes, donc tu enseignes encore à l'école de danse Denise Bonneau. Puis si je ne me trompe pas, c'est un peu de là que tout est parti, si on remonte dans le temps? Oui, c'est là que j'ai commencé à danser. J'ai été introduit à la danse à l'âge de quand même tard, 13 ans. Mais parce que j'ai essayé plein d'affaires, je suis un gars hyperactif dans la vie, j'avais besoin de trouver qu'est-ce qui allait canaliser mon énergie. Puis la danse a vraiment réussi à canaliser non seulement mon énergie, mais aussi spark quelque chose dans ma tête par rapport à tout le côté créatif de la chose, le côté athlétique aussi. J'aimais vraiment ça, c'était vraiment défoulant. Et puis, j'ai commencé avec un professeur qui s'appelle Vincent-Olivier Noiseux, qui est également de Saint-Jean, et il est devenu mon mentor, mon modèle. Je le considère comme mon grand frère. Et puis, de le voir, lui, s'épanouir dans sa passion m'a fait comprendre que je pouvais sûrement aussi décider de vivre, pouvoir vivre de ma passion et de pousser ça à une autre limite. Donc, je lui en suis éternellement reconnaissant d'être une aussi belle inspiration, en fait, pour moi puis pour tellement de personnes. Et là, tu veux faire ça encore pendant combien d'années, là, faire des chorégraphies là, pour des équipes olympiques, que ce soit en patinage ou même en nage synchronisé ou en gymnastique, là? Bien, moi, c'est sûr que le plus longtemps possible, le mieux. Là. C'est sûr que j'essaie de toujours penser à qu'est-ce qui va venir par la suite. Ça va être quoi le prochain chapitre? C'est toujours un stress pour un artiste quand tu te dis, OK, bien, peut-être qu'un moment donné, je serai plus accurate ou je serai plus la tendance du jour. Donc, la réalisation, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup. Puis j'ai été récemment approché pour un nouveau show de variété qui va avoir lieu à Radio-Canada. Je peux pas vraiment dire de titre pour l'instant, mais comme directeur artistique et comme chorégraphe. Donc, un nouveau défi, un nouveau chapitre. Et puis, je suis vraiment excité. De me plonger là-dedans. Bien, bravo, félicitations. Bonne continuité dans tout ça. Bien fier de voir que l'un des nôtres figure sur la scène internationale de façon interposée, parce que c'est pas toi qui es sur la glace, mais en quelque part, il y a une petite touche de toi qui est là-dedans, forcément. Là. Une grande touche même. Exact. Merci beaucoup. J'apprécie. C'est vraiment gentil. Merci. Restez avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on drift, mon ami. Le roi du drift de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, recrue de l'année sur le plus grand circuit aux États-Unis, Tommy Lemaire est avec Pas juste le roi, la recrue de l'année. Ah oui. Manquez pas ça. Coulisses Bêta, jeudi, 19h. Mesdames et messieurs, bon matin et bienvenue à votre télé-bingo sur les ondes de télévision du Haut-Richelieu. Vous aimeriez jouer au bingo dans le confort de votre foyer? C'est possible.
tous les dimanches matins, 9h30, à la télévision du Haut-Richelieu, maintenant en haute définition au 609. Pour vous procurer les livrets du Télébingo, c'est facile. Consultez la liste de nos 30 dépositaires au www.tvhr9.com. C'est la reprise des activités un peu partout dans le monde culturel, notamment au Café-Théâtre de Chambly, où on va nous présenter le vérificateur de Michel Beaudoin, qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup. Expliquez-nous tout d'abord votre association avec le Café-Théâtre de Chambly. Donc, c'est pas la première fois? Non, c'est pas la première fois. Je travaille depuis au Café-Théâtre depuis quelques années. J'y enseigne. J'enseigne le théâtre. J'ai enseigné aux jeunes et j'ai enseigné aux adultes déjà. J'ai fait 8 femmes il y a quelques années et on a commencé le vérificateur en 2019. Bon, qu'est-ce qu'il y a de plaisant à travailler dans un environnement comme celui du Café-Théâtre de Chambly? Qu'est-ce qui est intéressant dans cette formule-là? Ce qui est beau, c'est que c'est familial. C'est un environnement extrêmement accueillant. Les gens viennent là pour avoir du fun, pour s'amuser, pour apprendre en même temps. C'est extrêmement dynamique. Et ça nous permet, surtout puisque j'enseigne, ça me permet d'aller vraiment à fond dans ma créativité. Bon, qui sont ces gens-là qui vous accompagnent, les comédiens qui décident de s'investir dans un projet comme celui-ci? C'est monsieur, madame, tout le monde? C'est des gens qui s'intéressent au théâtre? C'est des gens qui veulent peut-être même en faire une carrière ou qui font déjà une carrière? Bref, quel est le portrait type des gens qui vous accompagnent dans un projet comme ça? D'abord, j'ai des gens de 18 à 75 ans. Il y en a qui font du théâtre à Chambly depuis plus de 20 ans. Il y en a qui font du théâtre au professionnel et qui font des incursions professionnelles qui reviennent par la suite. J'ai des gens dans le milieu hospitalier, des gens dans le milieu de la comptabilité. Mais c'est des gens qui, pour la plupart, ont fait du théâtre à l'école, au secondaire, et qui Ils ont voulu renouent. poursuivre l'expérience. C'est ça, là. exactement. Ouais. Ils renouent avec leur vieille passion. Mais c'est souvent difficile de faire le pont entre les deux. Moi, j'ai fait beaucoup d'harmonie musicale, puis quand tu quittes le secondaire 5, tu ne trouves pas nécessairement une harmonie au coin de la rue pour continuer de jouer ton instrument. Donc, c'est pour ça que je comprends que les gens, ils veulent poursuivre un peu leur activité et il existe dans des villes, un petit peu partout, des formules de café-théâtre comme celle-ci. Là. Exactement. Puis on a des gens d'un peu partout. On a des gens de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a des gens de Longueuil, on en a de Montréal. Et ils se retrouvent à Chambly pour vivre l'expérience et la vivre pleinement. Bon, là, dans les 2 dernières années, c'était évidemment entrecoupé là, de fermeture et de réouverture et tout ça. Bon, là, souhaitons maintenant qu'on ait un peu plus de stabilité. Donc, le projet du vérificateur, qu'est-ce que c'est? Le projet est arrivé, on a commencé à travailler ce projet-là en 2019 avec une super belle gang. Et à l'automne 2019, c'est une pièce que j'ai écrite. Et donc, on a travaillé à partir d'improvisation, on était vraiment dans la création. Mais c'est d'après l'œuvre du réviseur de Carlo Gogol. Et on a travaillé là-dessus en automne 2019. On s'est fait surprendre, comme tout le monde, par la pandémie. On a arrêté, mais au début, on n'a pas arrêté et on s'est croisé les bras. Non, on a continué en Zoom, on a continué de faire notre pièce, nos Italiennes, travailler les personnages. Après ça, ça s'est arrêté complètement. L'équipe a légèrement changé. Il a fallu qu'on retrouve d'autres comédiens. Puis finalement, ça a changé à quelques reprises, oui, c'est ça. Mais on a trouvé des comédiens chevronnés, investis, qui ont décidé de plonger dans ce projet-là. Et c'est ça, on devait jouer en janvier. Et finalement, on s'est fait encore Donc, c'était parsemé d'embûches, là, disons. Exactement. Ouais. Mais là, on arrive au projet où là, on devrait le présenter là, pour le vrai. Là. Et là, je vais vous dire, les murs tremblent. Là, on a hâte. On est prêt. Et vous dire à quel point on s'amuse. Je pense aussi que le fait qu'on ait été freiné par cette pandémie, ça a fait en sorte qu'on avait des fourmis dans les jambes, on avait envie d'aller faire du théâtre, de se retrouver aussi. Ça arrive beaucoup au théâtre. On tape du pied un peu, on a hâte que ça arrive. Exactement. Puis là, on a besoin de la foule. Commencer à faire des
des répétitions ou des pratiques virtuellement. Qu'est-ce que ça donne? Alors, sur Zoom, on se retrouve. Il y en a toujours une qui n'est pas capable de rentrer sur le Zoom. On se retrouve ailleurs. Il y a beaucoup de plaisir dans tout ça, les filtres, etc. Mais on fait nos répliques, on fait nos gestes d'une autre façon. On fait les intentions surtout. Oui, on tient le rythme. En fait, c'est l'idée. L'idée, c'est de travailler le rythme. Bon. Et le vérificateur, ça raconte quoi? Le vérificateur. Alors, on se retrouve dans une petite ville rurale, vraiment dans le fond de la campagne, et qui n'a rien à se reprocher, supposément, mais qui a plein de squelettes dans le placard. On a les personnages comme le maire, le juge, les gens de l'hôpital, les gens de l'école. Et tout va bien jusqu'à ce moment où on se fait dire qu'il va y avoir un vérificateur du gouvernement qui va aller voir si tous les papiers sont en ordre. Et ils se mettent à croire qu'il y a un étranger à l'auberge et ils pensent que c'est lui le vérificateur. En fait, tout le monde se dit c'est lui. Et il s'avère que, bon, il est là, c'est lui. Et là, ils vont se mettre à lui faire des yeux doux et essayer de lui donner le plus possible de plaisir à visiter la ville tout en cachant leur squelette dans le placard, en fait. La réplique, je pense, la plus comique ou révélatrice, c'est « Dompe ta marde chez nous », qui est en fait « Prends tous les vidanges et apporte-le dans ma cour parce qu'on va cacher ça ». Donc, la composition des personnages, il y a combien de personnages au total interprétés par les comédiens et comédiennes? On est 13 et ça va vers un peu le burlesque. On travaille vraiment tout près de la Commedia dell'arte, mais en québécois. Donc, c'est du jeu assez physique. On a des jeux de marionnettes humaines. On a des... Donc, on essaie vraiment de découper le corps le plus possible. Et c'est très rythmé, donc... La pièce va être présentée donc du 18 mars au 16 avril à 20h. Donc, vous comptez faire donc les vendredis, samedis. Donc, on parle de combien de représentations au total? À peu près quoi, une dizaine? Une dizaine. Une dizaine. Donc, une dizaine de représentations. Quel est votre souhait par rapport à cette pièce-là de lui donner une deuxième vie éventuellement? Et là, dans le fond, on vient de la créer. On va l'expérimenter là, au Café-Théâtre de Chambly. Mais pour un créateur... Est-ce que l'intérêt, c'est aussi de la faire perdurer dans le temps puis de lui donner une deuxième, une troisième, une quatrième vie? C'est sûr. Cette pièce-là est vraiment drôle. J'ai écrit une vingtaine de pièces dans ma vie. Celle-ci, c'est la meilleure de loin. J'ai hâte de la refaire. Je la fais aussi. Je suis enseignante en art dramatique. Je la remonte à mon collège à Montréal. Mais idéalement, si tout va bien, puis je pense que ça va bien aller parce qu'on a vraiment beaucoup de plaisir, ça se transporte dans la salle. Idéalement, on poursuit ou on revient, on remonte ensemble sur scène l'année suivante ou dans quelques années. On comprend donc que les comédiens et comédiennes ont hâte, évidemment, de revenir sur les planches. Oui. Je sais que pour les organisateurs d'événements ou de productions culturelles, on se dit, bon, est-ce que le public va revenir? Est-ce que vous sentez un appétit de la part du public qui aime le théâtre, qui ont hâte, eux aussi, d'être assis dans une salle à 100 pas à 50 là, à 100 pour regarder le résultat? Bien, je vais vous dire, je pense que oui. Je pense que les gens ont besoin de rire. Les gens ont besoin de se sentir réunis. Il y a dans cette pièce tellement d'humour, tellement de plaisir, des chants, de la danse. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde, justement, d'arrêter de penser, de se tracasser l'esprit et puis de retourner vers des soirées festives. J'ai vraiment l'impression que le public va être au rendez-vous. Les gens, parfois, ont toutes sortes de hobbies dans la vie. Pour certains, c'est de jouer la comédie ou de faire du théâtre. Oui. En quoi ça fait du bien aux gens d'être sur les planches, à jouer des rôles? Il y a une chimie qui s'installe dans un groupe de théâtre. On apprend à se connaître, on se met en danger. Veux pas. C'est juste l'ego, mais on se met quand même en danger. Ça nous réunit. Il y a
On a envie de raconter cette histoire-là ensemble. Donc, il y a une complicité qui naît de ça. On sort le soir, on se raconte nos vies. On devient vraiment une famille. C'est extrêmement enrichissant puis excitant. Il y a une superbe énergie qui ressort de ça. Et là, depuis que vous avez repris, je présume, évidemment, vous avez recommencé à vous revoir en vrai, là, j'imagine, dans les dernières semaines. Donc, vous avez lâché le Zoom un peu. Déjà là, est-ce que vous sentiez une fébrilité de la part de l'équipe? Mais complètement. Là, on commence à travailler dans les décors. Donc là, déjà, on sent une nouvelle énergie. Il faut dire qu'on est retourné ensemble au Café-Théâtre à l'automne. Oui. Donc, on était là dans toutes nos mesures sanitaires. On a quand même eu la chance d'être au Café-Théâtre. Mais avec cet arrêt de janvier, là, finalement, ça nous donne vraiment le vent dans les voiles, là, ce retour. Bon, en quelques secondes, pourquoi on irait voir le vérificateur? Parce que c'est drôle. Puis on va avoir du plaisir et puis que ça parle de nous. C'est bien dit. On le répète, du 18 mars au 16 avril à 20h, tous les vendredis et samedis, reprise des activités au Café-Théâtre de Chambly avec cette pièce, Le Vérificateur de Michel Baudouin. Merci beaucoup et bonne chance. Merci beaucoup. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on drift, mon ami. Le roi du drift de Saint-Paul-l'Île-aux-Noix, recrue de l'année sur le plus grand circuit aux États-Unis, Tommy Lemaire est avec Pas juste le roi, la recrue de l'année. Ah oui. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télébingo, on vous attend. À mettre à vos agendas, mardi 22, mercredi 23 mars, au Centre des aînés Joannès, c'est la collecte de sang de la mairesse André Bouchard. Évidemment, depuis la pandémie, Emma Québec fonctionne sur rendez-vous. Vous devez absolument vous inscrire. Allez faire un tour sur le site d'Emma Québec. À demain. Bye-bye.